Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur les ondes radio Infocité, cette fois-ci pour une entrevue dialogique littéraire, et c'est tout à fait approprié pour deux raisons. Dans un premier temps, toute mon approche dialogique à l'éducation et aux arts se base sur un théoricien et historien russe de la littérature dont le nom est Mikhail Bakhtin, qui lui, justement, a proposé, qui a parlé de l'imaginaire dialogique dans l'histoire de la littérature. Et aujourd'hui, on reçoit l'auteur, l'écrivain Jean-Paul Baumier, et son tout dernier livre, publié chez Leméac éditeur, et ce récit s'intitule Saint Baba. Alors, bonjour Jean-Paul Baumier. Bonjour Monsieur Cornet. Alors, si vous permettiez, je prenais beaucoup de notes en lisant votre récit, et peut-être pourrait-on débuter sur la page 9. Vous écrivez, et je vous cite, vous parlez là de ton confort. Tu n'auras plus à compter les jours, et ainsi de suite. Donc, d'emblée, j'ai l'impression qu'il y a dans ce livre, Saint Baba, un caractère épistolier. C'est juste? Oui, d'une certaine façon, c'est-à-dire que le point de vue narratif adopté dans ce récit est à la deuxième personne, au-dessus, puisque le narrateur, en l'occurrence, s'adresse à son frère qui l'accompagne dans ses dernières semaines, ses derniers jours de vie. Donc, je voulais que ce récit soit un récit très intimiste. Alors, contrairement à tous mes autres livres, ce n'est pas un ouvrage de fiction. Alors, c'est un ouvrage littéraire, mais basé sur un fait vécu. Le fait vécu est le suivant. Mon frère a été diagnostiqué par une tumeur au cerveau virulente qui lui laissait, dans le fond, peu de chances de survivre. Et il a décidé de demander l'aide médicale à mourir une fois que le diagnostic et les pronostics étaient on ne peut plus clairs. Et il m'a demandé à ma conjointe, moi et son conjoint, de l'accompagner dans cette dernière phase de vie. Donc, en faisant le récit de cet accompagnement, il ne m'apparaissait pas possible de le faire autrement qu'au-dessus, puisque je m'adresse à lui tout au long de ce récit. Donc, vous soulignez le caractère épistolier, vous avez raison, mais en l'occurrence, le caractère épistolier se fait entre quatre murs tout au long de l'accompagnement dans le cadre de ce récit. Et en le lisant, je pensais à Chateaubriand, Mémoire d'outre-tombe, et je me suis dit, à toute fin pratique, c'est une correspondance d'outre-tombe. Oui et non, puisque c'est une correspondance d'outre-tombe dans la mesure où, lorsque le livre ou le projet a été terminé, mon frère était mort, mais au moment où j'entame le récit, il est toujours vivant. Et c'est une façon aussi de le garder vivant dans notre souvenir, dans nos esprits. Alors, non, je crois que c'est vraiment une façon de le garder vivant. C'est Jean-Marie Laclaftine qui a écrit un magnifique récit au sujet de sa sœur, et son père parlait souvent d'elle ou des gens qui étaient disparus comme la vie des morts. Alors, je pense que les morts continuent de nous accompagner et d'être vivants tant et aussi longtemps qu'on pense à eux. Et d'autant plus si on s'adresse à eux par le biais de l'écrit ou de toute autre forme. Donc, oui, il y a une forme de vouloir de perpétuer la relation au-delà du fait que la personne physique n'est plus. Une des raisons que ce livre, Saint Baba, m'a attiré, c'est d'avoir, moi, vécu l'expérience des soins palliatifs avec mon épouse regrettée. Or, il y a dès la page 9, il y a quelques phrases qui m'ont interpellé.
en parlant des hôpitaux et des soins médicaux. Comment peut-on raisonnablement espérer que les gens se rétablissent dans de telles conditions, qu'ils prennent du mieux, comme on dit, qu'ils conservent leur dignité, leur humanité? Alors, en fait, c'est un récit aussi sur les soins palliatifs. C'est un récit davantage sur l'accompagnement de fin de vie, puisque mon frère n'avait pas décidé, c'est-à-dire qu'il y a eu des soins palliatifs, oui, jusqu'à la dernière journée où on lui a prodigué l'aide à mourir. Et je ne veux pas, par ce récit, porter un jugement trop sévère sur le milieu hospitalier. Je pense que les gens qui y travaillent font du mieux qu'ils le peuvent dans les conditions qu'on leur attribue pour exercer leur métier, prodiguer les soins aux malades. Mais on ne peut pas non plus ne pas constater l'état de délabrement de certains hôpitaux. On ne peut pas ne pas constater que le personnel surchargé oublie parfois que les gens qui sont hospitalisés ont besoin de tranquillité et on a parfois l'impression que les hôpitaux sont davantage conçus pour les gens qui y travaillent que pour les gens qu'ils accueillent et auxquels on prodigue des soins. Alors, un petit exemple, pourquoi on ne préconise pas toujours des souliers avec des semelles qui font pas de bruit quand on marche, pour ne pas éveiller les gens? C'est un petit détail, mais on entre dans les chambres à toute heure du jour et de la nuit pour diverses raisons, parfois justifiées, parfois qui me semblaient moins justifiées. Donc, on est au début du récit et on ne pouvait qu'espérer qu'ils sortent de ce cadre pour pouvoir bénéficier d'un environnement plus propice à un départ harmonieux et serein, ce qui a été le cas. Donc, le passage auquel vous faites le référence souligne le fait que c'est parfois un environnement qui, je dirais pas qu'il est déshumanisant, mais on pourrait souhaiter qu'il soit peut-être plus adapté aux gens, surtout ceux qui sont en fin de vie. Et par ce récit Saint-Baba, Jean-Paul Baumier, quand vous parlez là dans ces deux phrases, leur dignité, leur humanité, y a-t-il là un effort de sanctifier, sinon sacraliser la mort de votre frère? Je ne suis pas certain de comprendre le sens de votre question. Mais le fait d'avoir écrit tout ce récit est un moyen de perpétuer sa mémoire, c'est certain, de continuer la relation, mais dans le sens de donner une dignité à sa mort, à son décès. Oui, sans doute qu'il y a une part de sacralisation. Il y avait aussi une part d'accompagnement de ma part, une part, je dirais, presque égoïste. Tout au long de l'accompagnement, je prenais des notes. Bon, il y a un carnet qui me suit toujours comme écrivain. Et une fois qu'il a été disparu, quand je me suis remis à écrire, tout ce qui me venait, c'était les souvenirs que j'avais de ces quelques semaines passées en sa présence. Et là, j'ai réalisé que je ne pouvais pas ne pas faire abstraction de ce que j'avais vécu. Et je ne pouvais pas non plus passer à autre chose sans m'attaquer à ce récit qui, dans le fond, venait peut-être sacraliser cette relation, apaiser son départ, permettre de comprendre aussi le passage. On est tous confrontés tôt ou tard à cette étape de vie auquel personne en fait n'échappe. Donc pour moi, il y avait une question de me réapproprier ce que j'avais vécu, de le comprendre. L'écriture permet une distanciation et permet de comprendre des expériences parfois très fortes. Alors, ça a été le cas. Et aussi de lui rendre hommage, ce que vous appelez une façon de sacraliser. Moi, je dirais plus de rendre hommage à ce frère qui a été important pour moi, qui était toujours bienveillant à mon égard. Et voilà, le temps était venu à mon tour d'être bienveillant pour lui.
Et Jean-Paul Baumier, à la page 10, vous écrivez « Partout où se pose mon regard, ton départ, je ne puis encore écrire le mot mort, prochain, mais rappelé. » Alors là, je me suis posé la question, est-ce que pour vous, écrire ce récit était un moyen de démystifier la mort? Je ne dirais pas que je n'irais pas jusqu'à prétendre que c'était un moyen de démystifier la mort parce que ça reste toujours une grande inconnue, une grande interrogation. C'était probablement plus pour l'apprivoiser. Je pense que le terme apprivoiser, pour moi, serait plus juste. La comprendre, l'apprivoiser. Il y avait eu le deuil de mes parents qui ont précédé. Dans la fratrie, c'est autre chose. J'imagine que si à mon tour je devais perdre ma conjointe ou un enfant, le deuil serait autre. L'apprivoisement serait tout autre. Alors, je le voyais plus en termes d'apprivoiser cette mort de quelqu'un qui était très près, dont la mort n'était pas attendue aussi tôt. Alors, comme je pense que c'est Julian Barnes qui disait ça dans un de ses récits, les morts partent toujours trop tôt, ceux qu'on aime. Donc, il faut apprendre à l'accepter et à apprivoiser cette réalité. Alors, il y avait cette tentative et l'écrit permet, puisque c'est mon outil premier, me permet à la fois de mieux comprendre, d'approcher et de vivre. J'ouvre mon carnet, je note le lieu, le jour, je relève la tête, te regarde. Que vais-je écrire? Que dois-je écrire? Donc, en fait, il s'agit d'un journal de bord à travers cette expérience ultime avec votre frère. Oui, effectivement, le carnet était comme un journal de bord qui, tout au long de l'accompagnement, où on lui prodiguait des soins, où je lui faisais de la lecture, il y avait les soins physiques, les soins moraux, l'accompagnement. Le journal, le carnet s'invitait dans cet accompagnement comme, pour moi, un journal de bord, un outil sur lequel m'appuyer pour traverser ces heures et ne pas oublier ce que je vivais, ce que j'avais vécu. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, me permettre, en prenant des notes, en consignant quelques phrases, d'essayer de comprendre ce que je vivais en fait, à ses côtés, d'être présent, de m'ancrer dans le réel, puisque durant ces semaines, le temps avait une toute autre tessiture, une autre dimension, une autre couleur. Alors, le carnet m'ancrait dans le présent. Alors, c'est important d'être très présent à ce qu'on vivait. Pourrait-on donc dire qu'il s'agit d'un carnet de bord, d'un aidant naturel, de quelqu'un qui accompagne quelqu'un vers le dernier repos? On pourrait le présenter comme ceci. Au moment où je le faisais, comme je le disais, c'était pas dans l'intention, j'avais pas l'intention au point de départ de faire un récit de cet accompagnement. Pour moi, quand je suis parti pour passer les quelques semaines qui lui restaient à vivre à ses côtés, en partant de chez moi, j'ai glissé quelques livres dans mon sac et ce carnet qui m'accompagne toujours. Alors, c'était c'est ça, c'est un journal de bord. Comme chaque jour que je prends des notes de ce qui se passe dans ma vie, que ce soit des événements extérieurs ou qui sont plus près de moi. Alors que dans le cas présent, les pages consacrées à cet accompagnement étaient vraiment centrées sur ce qui se passait chez lui à Saint-Baba, dans sa maison de campagne, sur le rang, où tout tournait maintenant autour de cet accompagnement. Alors, les notes que je transcrivais dans mon carnet étaient centrées sur ce qu'on vivait. Mais si je crois comprendre, sans idée préconçue
que ça allait devenir un récit, voire un livre publié. C'était Exactement. sur le jet, dans l'instant même. Exactement, exactement. La preuve en est d'ailleurs que quand j'ai décidé d'en faire un récit quelques mois plus tard, alors il fallait, le défi était de prendre les notes consignées dans ce carnet et d'en faire un livre, un objet littéraire. Donc il y a eu tout un travail de réécriture et un travail de choix. Alors tout n'était pas, ce n'est pas un copier-coller de ce qu'il y avait dans mon carnet ou de ce qu'on vivait. Il y a eu tout un travail de réécriture, choisir d'une part, comme on disait en début d'entretien, le point de vue narratif que j'allais en faire retenir. Alors, dans mon carnet, je ne m'adresse pas à lui au-dessus, je prends des notes de façon plus informelle, plus anonyme, mais au moment de l'écriture du récit, donc la première question qui se posait, quel était le point de vue narratif que j'allais en fait adopter? Et à partir de là, quels étaient les événements que j'allais en fait retenir? Parce que les 21 journées passées à ses côtés, je n'ai pas tout consigné dans ce récit. Le défi était de retenir ce qui était significatif pour illustrer un accompagnement que je voulais, non pas larmoyant, mais heureux, tendre et lumineux. Donc, il fallait insérer dans ce récit ce qui permettait de souligner que son choix avait été de partir de façon sereine après le constat que ce qui lui restait comme perspective de vie était très peu souriant. Alors, il avait fait le constat qu'il avait fait une belle vie et il voulait quitter cette terre le plus librement et le plus sereinement. Donc, l'écriture devait rendre compte aussi de ce choix de vie. C'est ça. Je dois dire, un des attraits de ces récits, Saint-Baba, et ça, là je m'adresse à l'auditoire de Radio Infocité, c'est que je lisais des phrases, des passages d'une franchise désarmante. Parfois même, je lisais une seule phrase, je me suis levé et je marchais dans la maison parce que ça me rappelait ce que c'était de vivre les derniers jours de mon épouse regrettée. Et quand je lis cette phrase de la part d'un écrivain chevronné, je me dis, mais quelle honnêteté de sa part. Vous écrivez à la page 10, à quoi bon chercher refuge dans ce carnet? Il y avait un questionnement de vous-même. Ah oui, tout à fait. J'étais confronté moi-même à le terme de franchise, de sincérité, je pense qu'il est important. Comme écrivain de fiction, j'ai toujours œuvré dans un univers où j'inventais des personnages, des situations qui pouvaient parfois reposer sur des faits réels. Mais dans le cas de cet accompagnement, de ce récit, qui était dans le fond non seulement sur un fait réel, mais que je voulais sans filtre de fiction, c'était de rendre le plus sincèrement, le plus justement possible la dernière relation, le dernier accompagnement d'un être aimé, tout en faisant un livre, un objet littéraire qui mérite d'être lu pour ce qu'il est aussi, un livre, avec tout le soin qu'on peut mettre à choisir chacun des mots, chacune des phrases, pour rendre compte de cette expérience que je voulais sans filtre de fiction. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de filtre littéraire. Toute la différence entre... Il y avait un engagement total de ma part dans ce récit, différent que ce que j'ai pu vivre ou mettre dans mes autres livres. Cette phrase m'intrigue, son filtre de fiction. Souvent, dans les ateliers dialogiques que je présente depuis 36 ans, je parle de la distance chronologique et de la distance psychologique. Est-ce que pour vous, la fiction crée, à toute fin pratique, une distance psychologique, alors que là, dans ce récit Saint-Baba, tout est sur le vif? Je vous donne l'exemple suivant. Je me souviens qu'à l'apparition de mon premier livre, les gens que je croisais dans la rue qui me connaissaient me disaient dans ton recueil, telle nouvelle qui est au jeu,
je ne pensais pas que tu pensais telle chose ou tout ça. Je disais non, 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 c'est un personnage. N'oubliez pas que je est un autre. Alors que dans Saint-Baba, il n'y a plus ce fil. Je n'ai plus un autre. Le je qui écrit est vraiment en osmose avec le narrateur. Alors, dans Saint-Baba, l'auteur et le narrateur ne font qu'un, ce qui n'est pas le cas dans mes ouvrages de fiction. Alors, d'où le terme de récit, d'où le choix de retenir les mêmes prénoms. Ce ne sont pas des prénoms fictifs, ni celui de mon frère, ni celui du narrateur qui l'accompagne, ni celui de ma conjointe, ni celui de son conjoint, ni le nom du lieu, ni le nom des enfants qui viennent, qui sont mes enfants. Donc, je ne pouvais pas, ça aurait été aller à contresens de ce que je voulais avec ce récit, que de masquer la réalité, d'emprunter d'autres noms. Alors, pour que ça sonne juste, il fallait qu'il y ait une osmose entre le narrateur et les personnages qui l'accompagnent. Et il en allait de même aussi pour tous les autres personnages, personnes qui interviennent dans le cadre du récit. Et on avance à la page 16. Et ce qui m'a fasciné tout au long du récit, il y a à quelques moments, vous regardiez des photos, et parfois avec votre frère. Ouais. Et donc, à la page 16, on lit, c'est Pierre qui avait pris cette photo. Il avait aménagé une chambre noire au sous-sol et rêvait déjà de devenir cinéaste. Et j'avais l'impression, dans ce récit, on parle des albums de photos, des albums de photos familiales, mais ici, dans le récit Saint-Baba, c'est un album familial littéraire. Oui, c'est vrai, l'image est très juste. Alors, il y a un parallèle qui peut être fait entre chacune des sections, d'ailleurs très courtes, qui pourrait faire office d'une photographie dans un album visuel. Vous avez tout à fait raison. Alors, le récit est composé en petits fragments qui cherchent à rappeler, immortaliser certains événements des journées, des moments de journée qu'on passait en fait avec lui. Alors, il y a une approche un peu photographique, effectivement. D'ailleurs, c'est assez en fait amusant parce qu'un des premiers récits contemporains à avoir été écrit sur le deuil, il a été par en fait Roland Barthes, après le décès de sa mère. Et on aura mis 30 quelques années avant de publier ces récits. Et c'est en publiant La Chambre claire, un essai sur la photographie, dans lequel il aborde le thème du deuil, il en est arrivé à accepter d'aborder ce thème par le biais de la photographie. Donc, il y a comme une sorte de détour qui lui permettait, par, je dirais pas un artifice, mais par ce détour, d'aborder le thème du deuil qu'il considérait peut-être pas à la hauteur des motifs littéraires sur lesquels il avait travaillé jusqu'à ce jour. Donc, dans le récit, effectivement, Saint-Baba, toute la structure pourrait... d'ailleurs, c'est étonnant puisque au point de départ, j'avais pensé qu'un illustrateur aurait très bien pu, à la fin de chacun des fragments, faire un dessin à main levée, en noir et blanc, sur un geste, une pose, décrit par chacun de ces fragments. Donc, il y a un côté visuel, je pense, qui est aussi très fort. Oui, et vous parlez de Roland Barthes. Je pense d'emblée à Jacques Lacan, psychiatre, psychanalyste, théoricien également. L'importance de la photo et du miroir, ce regard, de s'apercevoir en reflet. Donc, il y a ponctuellement des reflets de soi-même, de vous-même, de votre frère, de votre mère, de la famille. Très, très intéressant dans un sens lancanien. Mais en tant que spécialiste en sciences des religions, il y a autre chose qui m'interpelle dans ce récit Saint-Baba. On parle en philosophie, de même qu'en théologie, que quel est le dénominateur commun
c'est de se poser ce qu'on appelle des questions ultimes. Le sens de l'existence, par exemple. Or, à la toute fin de la page 17, voilà, à mon humble avis, une question ultime. Pourquoi faut-il que ton chemin s'arrête ici? Vous vous êtes posé beaucoup de questions dans ce récit. Oui, enfin, c'est un récit qui soulève les questions, effectivement, le sens de l'existence, qui prend une dimension, une profondeur, je pense, plus grande au fur et à mesure que nous vieillissons et que nous connaissons des pertes d'êtres chers. Cette question devient prépondérante et au fur et à mesure qu'on vit, on se rend compte que les questions sont plus importantes que les réponses qu'on attendait plus jeunes. Alors, donc, ça prend tout son sens. Et par cette question que vous soulevez, effectivement, mon frère n'avait que 71 ans. Alors, de nos jours, c'est un âge il pouvait en fait espérer vivre encore plusieurs années puisqu'il n'était pas malade. Alors, c'est un accident de parcours subi. Alors, il est parti en l'espace de 2 mois. Hein. Donc, la question se pose, pourquoi? Et pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Alors, oui, ça soulève toute la question. La seule qui mérite qu'on s'y attarde, je pense, jour après jour. Et je ne suis pas certain que, personnellement, j'y trouverai une réponse, mais c'est une question qui m'habite. Et à la page 22, vous écrivez « Comment vais-je aborder la question avec toi ?» Donc, à toute fin pratique, vous et votre frère ont cheminé ensemble vers ces questions ultimes. Oui, oui. D'ailleurs, pour la question, il fallait d'une part, moi, que je valide avec lui une date, la date qui aurait été son départ. Donc, il y avait non seulement une question d'ordre philosophique, mais très, très pratique. Alors, il fallait arrêter une date pour qu'un médecin vienne chez lui pour lui prodiguer les derniers soins d'aide médicale à mourir. Donc, la question devenait non plus une simple discussion sur la vie et la mort, mais bon, il fallait l'ancrer dans le présent. Alors, dans le cursus des jours, des heures. Alors, et c'est là où on voit que la mort n'est pas détachée de la vie. Elle en fait partie. L'ancrer dans le présent. Or, justement, à la page 23, vous écrivez « Il nous faut apprendre à vivre chacune de ces journées dans une temporalité autre que celle à laquelle nous sommes habitués. » Or, ça m'intrigue, une temporalité autre. Donc, il y a cet équivoque, pour ne pas dire une dialectique entre le présent et une temporalité autre. Quand on vit des situations comme celle d'accompagnement d'une personne, c'est comme si tout ce qui constitue le bruit extérieur ambiant, ça disparaît pour se concentrer sur ce qu'on vit avec une personne, que ce soit un conjoint, une conjointe, dans ce cas-ci, un frère ou un enfant. Donc, c'est comme si tout le reste perdait à la fois de son importance et de son poids. Donc, la temporalité s'égrenait presque de minute en minute et non pas de semaine ou de semaines et de mois. Donc, alors que lorsque on est, je dirais, dans une normalité temporelle, on est entraîné par le flux de nos activités quotidiennes, des responsabilités, des projets. Et là, c'est comme, on vivait comme dans une parenthèse, une parenthèse temporelle, où tout devient beaucoup plus aigu. C'est très intéressant parce que ponctuellement, je me posais la question, c'est comme cette expérience, ce vécu de Jean-Paul Baumier
c'est que d'accompagner son frère, c'était donc défier un concept chronologique du temps, voire une approche linéaire au temps. Et là, je fais le lien avec un excellent écrivain, mais qu'on le connaît surtout comme philosophe, qui lui parlait de la durée. Et je cite une autre phrase ici qui m'a saisi. C'est à la page 26. Là, vous parlez de votre frère Pierre, mort à 32 ans. Cela nous a fait étrange de devenir plus vieux que lui. Tu te souviens? Il nous est souvent arrivé d'évoquer cette curieuse distorsion temporelle. Et c'était comme le temps, toute la question du temps, de la temporalité était en jeu lors de cette expérience. Oui, c'est effectivement, quand on a perdu un de nos frères plus jeunes, la différence d'âge qu'il y avait entre nous s'amenuisait au fur et à mesure que nous vieillissions, alors que lui ne vieillissait plus. Il y avait eu comme un arrêt dans le temps à partir du moment où une personne meurt, tel jour, telle date, telle heure. Pour cette personne, le temps s'est arrêté, alors que pour les vivants, le temps continue et peut même faire en sorte qu'on devienne plus vieux qu'un frère aîné, plus vieux qu'un parent. Et se pose la question justement de la distorsion du temps. On est tous sur une ligne temporelle. Il y en a qui se sont arrêtés à un moment X, il y en a qui continuent. Alors, et cette ligne, elle est infinie. Et nous qui cheminons sur cette ligne, nous ne savons pas à quel moment nous nous arrêterons, mais nous savons à quel moment s'arrêtent les gens qui nous ont précédés. Et lorsque nous transgressons cette limite qui pouvait nous séparer en termes d'âge avec quelqu'un, ça nous fait un peu étrange de devenir plus vieux qu'un frère aîné. Alors, c'est ce que je voulais en fait souligner. Pardon. Et on avance à la page 33. Vous permettiez, vous écrivez quelque chose, d'autres phrases qui m'ont saisi en quelque sorte. En ce moment, les paroles sont inutiles. Alors, quelle ironie pour un écrivain de dire que les paroles sont inutiles. Et pourtant, vous avez persévéré, vous avez continué à écrire des paroles, vous insistiez même. Donc, il y a comme vous viviez une contradiction comme écrivain. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que lorsque c'est le seul outil, le seul moyen qu'on a pour appréhender, comprendre certains mystères de la vie. Et dans le fond, l'écrit nous aide à comprendre ce qu'on vit. Moi, j'ai besoin de ça souvent, de prendre un certain recul, de consigner par écrit ce que je vis. Et c'est là où j'arrive à tirer du sens de certaines expériences. Alors que dans le cas présent, accompagner quelqu'un d'aussi près de moi et de façon aussi intense, mais chaque moment était à découvrir, à saisir le sens de tout ça. Donc, est-ce que tous les mots, les phrases que j'avais à ma disposition étaient suffisants? Par moments, j'avais l'impression que non, tout en sachant que c'était les seuls qui étaient à ma portée pour le vivre et le comprendre. Alors, quand vous écriviez cela, en ce moment, les paroles sont inutiles, je me suis dit, est-ce que Jean-Paul Beaumier était donc dans une quête de mettre en mots ce qui est au fond ineffable, voire indicible? On est tous confrontés à cette situation tôt ou tard face à un ami qui vient de perdre sa conjointe, un père ou une mère, et qu'on va pour le réconforter. Parfois, on prend ces gens dans nos bras
Et c'est davantage ce dont ils ont besoin que de paroles réconfortantes. Alors, dans l'exemple que vous mentionniez, là, à partir de ça, avec le recul, ben, je me disais, dans le fond, si je veux témoigner de ce que j'ai vécu, de ce qu'on a vécu à ses côtés, ben, il n'y a que par les mots que j'y arriverai, tout en sachant que il y avait le défi, est-ce que j'arriverai à traduire, à faire sentir aux lecteurs ce que nous avons vécu? Et je crois que j'y suis assez bien parvenu parce que c'est le livre dont on m'a le plus parlé jusqu'à présent. Tiens, Oui. Alors, les gens ont été très souvent, en fait, touchés, comme vous l'avez été, euh, par ce que vous avez vécu avec votre conjoint. Et il y a plusieurs personnes qui, bon, en sachant le motif ou le sujet qui était abordé dans Saint-Baba, disaient, bon, est-ce que j'ai envie de le lire maintenant? Et quand ils ouvraient le livre, ils se rendaient compte que, bon, c'était pas un livre triste, c'était pas un livre qui est larmoignant, c'est un livre qui témoigne d'une expérience de vie intense et dans laquelle je me suis efforcé d'insuffler le plus de lumière possible parce que de tendresse, alors, parce que c'est ce que nous avons aussi vécu. On l'a vécu je ne dis pas que ça se passe toujours dans ces conditions-là. Alors, dans le cas de mon frère, il n'était pas en colère. Il avait accepté ce pronostic qui lui avait été donné et il voulait vivre la fin de sa vie le plus sereinement possible. Donc, c'est ce que j'ai tenté de traduire et de témoigner. vous écrivez, t'avouer que les mots sont aussi maladroits, soient-ils en ce moment, me sont nécessaires pour me sentir vivant, pour permettre à ma tristesse, voire à ma colère de s'exprimer. Donc, vous auriez voulu saisir cette gamme d'émotions, ces états d'âme que vous avez vécus à travers l'expérience. Ouais. Et en ce qui me concerne, c'est avec les mots que je pouvais espérer y parvenir. Et c'est un peu comme un peintre confronté à une situation. Je pense à Picasso avec Guernica, quand il voulait traduire son horreur de la guerre et ce qui était arrivé à Guernica, justement. Bon, est-ce qu'il avait le sentiment d'être parvenu avec cette toile gigantesque et extrêmement forte en émotion à traduire tout ce qu'il ressentait? Alors, il s'y était forcé, hein, donc je ne sais pas si lui-même avait le sentiment d'être parvenu à traduire de façon totale ce qu'il voulait traduire. Je pense qu'en art, que ce soit en écriture, ce qu'on vise au point de départ et les résultats, on ne peut qu'espérer s'en rapprocher. C'est du moins en ce qui me concerne, c'est le cheminement nous amène souvent beaucoup de modestie parce que on espère toujours aller au-delà de même de ce qu'on a pu produire. Donc, et pour moi, ce qui fait qu'on continue à écrire ou à peindre, c'est qu'on espère s'améliorer, arriver à traduire encore de façon plus forte ce qu'on ressent. Alors, donc, il y a un peu de tout ça dans ce récit. Donc, Et en bas de la page 45 et au tout début de la page 46, vous écrivez que l'écriture est mes sources d'apaisement en ce moment, qu'elle me réconcilie avec le sentiment d'impuissance que je ressens avec la vie. Si l'écriture ne me permet pas cela, à quoi bon persévérer? Alors, il y a cette question, encore des questions ultimes, des questions philosophiques, mais des questions littéraires pour un écrivain. ouais. C'est les deux à la fois. Tout à fait. Alors, durant cet accompagnement, dans le fond, les moments où je me retrouvais, où lui dormait, où je me retrouvais seul, j'étais confronté à m'interroger sur le sens de tout ça, d'essayer
de comprendre, d'essayer de noter le plus justement possible les sentiments qui m'animaient, les interrogations avec lesquelles il y avait une sorte de débat intérieur. Alors, comme on l'a mentionné depuis le début de cette entrevue. Et tout ce qui était à ma portée, ce qui a toujours été à ma portée, ce sont les mots. Alors, c'est l'outil qui me permet d'appréhender le monde, de comprendre mon propre cheminement. Alors, et en me demandant constamment, est-ce que cet outil est à la portée des réponses que j'espère pouvoir me formuler à moi-même d'abord et avant tout. Et le doute est toujours le présent. Alors, dans toute démarche de création, je pense réelle et sentie, le doute est un élément moteur. Parce qu'on arrive à traduire ce qu'on veut, à comprendre. Alors, donc, c'est tout à fait présent. Et on s'interroge sur la capacité, dans le cas présent, est-ce que ce qui est à ma portée, les mots vont me permettre de vivre cette expérience, la comprendre et de la transcender aussi. J'ose dire que l'écriture est une lutte, mais celle-ci, quand vous parlez d'impuissance, c'est une lutte avec la mort. Que peut-on faire face à la mort? On est désemparé, on est impuissant, mais on ne peut pas rester là, bouche bée, les bras croisés. Non, puisque la mort fait partie de la vie, donc il faut l'apprivoiser, apprendre à désamorcer la peur qu'on peut avoir face à l'ultime. Et je pense que on met une vie peut-être on met une vie peut-être à apprivoiser la mort et son propre départ en toute quiétude, quand c'est possible. C'est ce que je me souhaite. Alors, et c'est donc dire qu'on ne peut pas rester silencieux devant la mort. Non, comme on ne peut pas rester silencieux face à la vie, face à ce qu'on vit, face aux épreuves, chacun l'aborde avec ce qu'il a comme expérience, comme bagage. Alors, moi, comme écrivain, vivre cette expérience que j'avais pour la vivre la plus intensément possible, c'est en travaillant sur ce récit qui m'a permis justement avec le recul, de me prodiguer une sorte d'apaisement et ça contribue à apprivoiser justement quand viendra mon heure à moi, peut-être que je serai peut-être plus enclin à l'accueillir avec bienveillance à mon tour. Alors, quand on avance dans la lecture de Saint-Baba par Jean-Paul Baumier, il y a aussi à la page 94 une phrase qui m'a interpellé. Il arrive que certains gestes libèrent l'émotion qui nous étrangle. Donc, pour vous, c'était poser ces gestes concrets, que ce soit avec l'oreiller, que ce soit avec un verre d'eau, que ajuster le lit, tout l'aspect gestuel importé dans cet accompagnement, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais quand ce n'est pas notre métier d'être un aidant naturel, donc on l'apprend, j'allais dire minute après minute, et quand on est confronté à une réalité pour laquelle on se sent très impuissant, alors l'issue est connue, et on ne peut rien y changer, et on est là pour aider, apaiser, réconforter. Alors chaque petit geste qui y contribue, non seulement adoucit celui qui en bénéficie, mais adoucit aussi celui qui prodigue ses gestes, parce que là, il se sent quelque part utile, il combat cette impression d'assister de façon impuissante à quelque chose qui le dépasse. Alors, par ces petits gestes, on arrive à avoir l'impression d'une communion physique aussi avec l'être aimé. Alors, c'est pas juste en échangeant des paroles, mais alors, souvent, par rapport aux gens, il arrive un moment où on a peut-être peur de les toucher, alors qu'au contraire,
Les gestes deviennent de plus en plus importants. Il y avait cette dimension, effectivement. Alors, le rituel, comme le passage, je ne sais pas si ça vous a marqué, le dernier jour, quand je lui ai offert de l'aider pour se raser, donc il y avait tout un rituel presque, je dirais pas religieux, mais il y avait quelque chose de très fort aussi dans le fait de procéder à la préparation de sa dernière journée. Donc, oui, oui, c'est et que quand vous parlez là de libère l'émotion qui nous étrangle, donc de poser ces gestes concrets, de d'écrire ce récit Saint Baba est un exutoire, n'est-ce pas? oui, tout à fait. Ça permet un apaisement et oui. Je pense que ça a été le cas aussi pour d'autres écrivains qui ont écrit sur le deuil. Je pense à John Didion, une Américaine décédée il y a un peu, lorsqu'elle a écrit son magnifique livre à la suite de la mort de son conjoint, L'année de la pensée magique. Alors, elle écrit l'année qui suit un deuil, on a toujours l'espérance folle que la personne disparue va nous accompagner quand même, va continuer de nous accompagner au quotidien. Et l'année de la pensée magique, c'était ça pour elle. C'est que son conjoint continue de l'habiter, elle continue à avoir des conversations avec lui. Et je pense que c'est le cas de tous les gens que j'ai connus qui ont perdu un être cher et qui continuent, surtout lorsque c'est des couples qui ont vécu longtemps ensemble et qui se retrouvent seuls. Mais au quotidien, on continue de s'adresser à la personne disparue, on continue à lui demander son avis, même tout en sachant qu'il n'est plus là. Mais c'est une façon, une pensée magique de garder ces personnes vivantes. Et on dit souvent que les disparus demeurent vivants tant aussi longtemps qu'il y a des gens qui continuent de penser à eux et à elles. Je le crois fermement. Et en bas de page 94, il y a une phrase qui revient presque comme un leitmotiv dans un opéra. Leitmotiv, évidemment, je fais référence à Wagner et son concept des thématiques qui reviennent et qui viennent encore. Et je vous avoue, Jean-Paul Baumier, je ne pensais jamais apprivoiser un personnage qui est en fait un chat. Parce que la question de la part de votre frère, Keddy, a tout ce qu'il lui faut. Or, Keddy revient à maintes et maintes reprises. Et la même, en fait, un des caractères, des traits saillants de votre récit, c'est d'abord l'importance des questions et des mêmes questions, de sorte que ces questions établissent la cadence, le rythme du récit. Oui, je me suis efforcé dans ce récit à faire en sorte aussi que la vie soit constamment présente entre ces pages. Alors, il y avait toujours des coccinelles qui étaient dans les fenêtres, il y avait et cette préoccupation qu'avait mon frère pour le vivant. Et Keddy, c'était sa chatte, en fait, Keddy qui en turc veut dire chat. Il était toujours préoccupé qu'elle ait toujours ce dont elle avait besoin, puisque c'est toujours lui qui s'en occupait. Il y avait toujours la préoccupation que les marches extérieures soient déneigées parce qu'il y avait des gens qui le visitaient et éviter qu'il se blesse. Toujours préoccupé qu'il y ait une lumière pour prévenir des accidents. Donc, à l'intérieur de ce qu'on vivait, dans cet espace temporel, la vie était constamment présente. La mort était l'issue, mais chaque journée qui y conduisait était pleine de vie par les oiseaux qui venaient dans son perchoir. À tous les matins, il y avait un couple de cardinaux qui se posaient, par la lumière qui entrait par toutes les fenêtres de cette maison, par notre présence, par sa préoccupation qu'on soit bien aussi, qu'on ait tout ce qu'il nous faut, alors que c'est lui qui avait besoin. C'est à lui qu'on prodiguait des soins. Mais dans ce récit, je veux aussi montrer que l'accompagnement, c'est un ultime geste d'amour pour les gens qu'on aime lorsqu'ils nous autorisent à les accompagner. Alors moi, j'ai pris ça comme un cadeau de la vie lorsqu'il nous a demandé si on voulait l'accompagner jusqu'à la fin. Alors pour moi, c'était pas une épreuve, au contraire, c'était un immense cadeau qu'il nous faisait.
Alors, c'est un peu ce que je voulais aussi traduire par ce récit. C'est euh, les gens qui nous font une telle demande, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'ils nous font parce que les derniers instants, leur dernière journée, c'est avec nous qu'ils veulent en fait, les vivre. Alors, c'est, comme disait Félix, il y a plein de vie dans la mort. Et c'est ce qu'on a vécu durant ces quelques semaines, en fait, à ses côtés. Et le fait qu'il posait beaucoup de questions et toujours les mêmes questions constamment, comme vous le soulignez ponctuellement à travers le récit, on a l'impression aussi qu'on est figé dans un espace-temps permanent. Ouais. Ben là, il y avait aussi tout le fait de la médication, parce que bon, il était quand même très médicamenté pour atténuer les douleurs. Donc, ça avait un effet aussi, faut se l'avouer, ça avait aussi un effet sur sa conscience temporelle. Alors, il était tout à fait conscient jusqu'à son dernier souffle, mais avec ce qu'il y avait comme médication, ça altérait, non pas, ça colorait, je dirais, un peu la perception qu'il avait du temps qui passait. En haut de la page 130, vous écrivez cette phrase. Ce carnet, c'est ma bouée de sauvetage. Vous pourriez élaborer là-dessus? Bon, on disait tout à l'heure, c'était le carnet de bord, donc c'était aussi, c'est ça, c'est un journal de bord qui était aussi bouée de sauvetage. C'était, dans le fond, au lieu d'aller pleurer dehors, je m'assoyais au bout de la table et je consignais par papier ce que je ressentais, mes émotions. Donc, j'avais un lieu, une façon pour, dans le fond, déverser le trop-plein que je pouvais ressentir et vivre. Donc, en ce sens, c'était une bouée de sauvetage qui me gardait aussi bien vivant, bien présent. Alors, ça m'aidait à vivre ces moments qui étaient inhabituels et fort intenses. Et en me permettant de m'ancrer dans le présent aussi, c'était une sorte de bouée, c'est effectivement. Et, ça me permettait de continuer à écrire. Écrire pour un écrivain, c'est une façon là, de respirer et de vivre. Donc, alors, il y a tout ça qui peut être sous-entendu dans le fait que je mentionne que c'est une bouée de sauvetage. Et, malgré l'intensité et l'issue qu'on connaissait, ben, la vie continuait et je pouvais, comme vivant, continuer à la vivre de la façon dont je la vivais jusqu'à ce jour. Et vers la fin du récit, à la page 132-133, il y a ce que j'estime est un passage qui constitue à toute fin pratique un dénouement et un point tournant dans le récit. Je le lis à l'instant. Encore en parlant des photos. Je te montre la photo et tandis que tu replonges dans ce passé qui appartient déjà à un monde disparu, un monde que tu t'apprêtes à quitter. Je te demande si tu as eu une enfance heureuse. Ma question n'est pas préméditée. Elle m'est venue spontanément en regardant ta photo. Tu tends la main afin de l'approcher de ton visage. Tu mets un temps à me répondre, le regard fixe. Oui, mais pas tout le temps. Quelques secondes passent avant que je te demande alors pourquoi, même si je connaissais déjà la réponse. Parce que je savais que j'étais différent. Un dénouement? Oui, on peut y voir un dénouement. Effectivement, c'est un des passages, je pense, forts de ce récit. Malgré le lien qui nous unissait, un lien le fraternel très fort. On avait 6 ans de différence. Il était mon aîné de 6 ans. Et c'est vrai, je pense, pour toute relation humaine. Il y a toujours des zones secrètes, des zones qu'on devine
sans nécessairement toujours les aborder avec la personne. Et lorsqu'on sait que la personne s'apprête à nous quitter, je dirais pas la gêne, mais la réserve qui pouvait parfois nous empêcher d'aborder certains sujets peut devenir totalement inutile. Et on se permet parfois de soulever des questions qu'on n'aurait peut-être pas soulevées si on avait été dans une situation autre, pour permettre à la personne de nous répondre en toute franchise. Donc, ce passage illustre dans le fond que au moment du dernier départ, je pense que tous les masques, toutes les réserves, en fait, tout ça tombe. Et on se retrouve deux êtres humains l'un en face de l'autre, avec ce qui a été, ce qui nous a fait à la fois grand et fragile, petit parfois et mesquin. Et là, on est vraiment, c'est ça, nus face à nous-mêmes, je dirais, nus face à l'autre, et d'accepter cet état. Mais je pense que c'est important, puisque là, ce sont les derniers moments où on peut encore confier des choses, se permettre d'écouter aussi. Jean-Paul Baumier, à la page 138, il y a une phrase qui m'a pris à la gorge. La mort douce exige davantage que la chimie. Vous pourrez élaborer là-dessus. Oui, en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, Alain était médicamenté, il ne souffrait pas, il y avait tout ce qu'il fallait comme potion médicamenteuse pour faire en sorte d'éviter toute souffrance physique. Mais il demeure une souffrance morale qui peut être présente. Et je pense que la présence d'être aimé, l'acceptation aussi. Je pense que pour lui, le fait qu'on ait accepté sa décision, le fait que son conjoint accepte de le laisser partir aussi le jour même de son anniversaire, c'était lui faire un grand cadeau. Et c'est ça, c'est le fait de mourir ou de partir plutôt serein, entouré des gens qu'on aime. Il n'y a pas que la chimie qui permet ça. Je pense que la présence des êtres aimés peut contribuer à quitter ce monde de façon apaisée. Et au long de ce récit, je disais, vous posiez des questions ultimes, comme on fait en philosophie. Et à la page 163, pour moi, il y a une phrase qui me met face à un dilemme humain et philosophique à la fois. À la page 163, les outils pour mesurer la perte ne me sont pas encore tous connus. Oui, ce que je voulais souligner par là, c'est que au-delà de l'écriture de ce récit, dans ce qui me concerne la vie continue, et les questions soulevées dans ce récit continuent de m'habiter. Et les lectures que je fais continuent encore à me permettre de lever le voile sur certains aspects qui me demeurent encore, sinon inconnus, du moins m'interrogent. Alors, je pense je m'interrogerai jusqu'à mon dernier souffle sur la question de notre présence en ce monde. Je pense que Hubert-Reeves, qui vient de nous quitter, je suis persuadé qu'à son dernier souffle, s'interrogeait toujours en regardant les étoiles sur le sens de notre existence. Donc, je pense que c'est le propre de l'être humain, au-delà des religions, au-delà de toutes les philosophies, de s'interroger pourquoi, quand, comment. C'est des questions qui non seulement nous habitent, mais font ce que nous sommes, des êtres qui s'interrogent sur le sens de leur passage, de leur existence, de leur vie. Et à la page 164,
écrire pour conjurer la mort? On peut l'espérer. C'est une sorte d'espérance, mais tout en sachant que c'est toujours elle qui sera la grande vainqueuse, la grande vainqueur. Alors, j'ai pris des heures. Pendant des heures, je prenais des notes, mais je l'ai lu à quelques reprises, ce récit, Saint Baba, publié chez Leméac éditeur. Je me suis permis de lire quelques passages, Jean-Paul Baumier. Oui. Il y en a un que je ne peux pas lire parce que ça me prend dans les tripes. Le dernier, conversation téléphonique entre votre frère et un autre frère qui ne pouvait pas être là. Et qui, votre frère, répétait « moi aussi, moi aussi ». C'est fort, je vous le recommande à l'auditoire de Radio Infocité, Jean-Paul Baumier, Saint Baba, publié chez Leméac, éditeur. Et mesdames, messieurs, vous aurez même l'occasion de le rencontrer en personne. Vous pourrez nous parler de votre présence au Salon du Livre à Montréal, Jean-Paul Baumier? Oui, lors du prochain Salon du Livre à Montréal, je serai présent pour 2 séances de signature, une le samedi de 12h30 à 13h30, je crois, et une autre le dimanche matin. Alors, les gens qui seront de passage au Salon du Livre et qui auraient envie de venir prolonger cette discussion avec moi, ça me fera plaisir de vous y rencontrer et de vous dédicacer éventuellement un livre que j'espère qu'il vous interpellera autant qu'il l'a été pour M. Cornet. Alors, c'est donc un rendez-vous et on remercie Radio Infocité, Jean-Marc Drolet à la régie et particulièrement Jean-Paul Baumier, comme j'avais mentionné, l'honnêteté, la franchise de ce récit était pour moi salutaire et prenant. Parfois, je ne pouvais pas le délaisser, le livre. Parfois, je ne pouvais plus le lire. Il fallait que je me lève, que je me pose des questions sur mes émotions face à ce vécu. Saint Baba, c'est tout ça. Au revoir, mesdames et messieurs. Merci de l'invitation. Au revoir. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.